suis infirmier, donc je dispose de diplômes interuniversitaires, plaie cicatrisation, brûlologie et lymphologie ulcère vasculaire. Et donc, on travaille actuellement avec le docteur Tourny, ici présent. C'est pour ça que vous voyez que le nom figure sur la présentation, sur un travail on va dire, de transversalité sur l'hôpital et pouvoir décloisonner l'hôpital, faire un réseau ville-hôpital. C'est un peu le but de cette présentation. Donc, du coup, on commence directement avec la plaie. Au final, naturellement, quasi sans problème, sauf s'il meurt de ses blessures, l'être humain va cicatriser spontanément. Sauf que nous devons faire face à des problèmes épidémiologiques croissants et inexorables que sont le vieillissement de la population générale et la multiplication des comorbidités et des maladies chroniques. On retrouve toujours les items cardiovasculaires, on retrouve l'item métabolique endocrinien, on retrouve les conduites addictives, on retrouve les problèmes néoplasiques qui vont être les grands pourvoyeurs de plaies chroniques qui vont impacter la qualité de vie des patients. Donc, quand vous voyez par rapport au diabète, par rapport au surpoids, ben bingo, je vous ai trouvé le bon patient, un monsieur de 65 ans qui rentre pour un érysipèle sur le CHT et qui, malgré l'adaptation du traitement antibiotique, va développer ce qu'on appelle un érysipèle intermédiaire, qui est en fait une forme médico-chirurgicale de l'érysipèle traditionnel que vous connaissez et qui va diffuser avec des décollements à partir du point d'impact que vous voyez la zone blanche sur la face dorsale du pied et qui est en fait une épine avec un lantana qui a provoqué l'entrée du microbe dans la jambe, toujours sur un contexte, puisqu'il vous faut toujours deux facteurs pour faire un érysipèle, c'est-à-dire une plaie et toujours une déficience sur le système véno-lymphatique qui va faire propager le microbe. Donc vous voyez dans ce cadre-là de l'érysipèle qu'on dit œdémateux bulleux, on va avoir des décollements très superficiels qui vont finir par se nécroser par la souffrance tissulaire et toujours, qui est assez typique, toujours sur le tiers inférieur de la jambe. Ça a été un défi de recherche, parce qu'une fois que l'équipe médicale nous appelle pour intervenir, il va falloir faire un défi de recherche pour classifier cette plaie et surtout faire un diagnostic différentiel, être sûr que nous ne sommes pas trompés sur le diagnostic ou que du moins il n'y ait pas une pathologie qui ait profité de la situation pour venir se greffer sur le problème de l'érysipèle. Et on retrouve, au vu des antécédents du patient qui est diabétique HTA, toute la recherche qu'on va devoir faire sur l'artériopathie des membres inférieurs, sur la correction du diabète, pour enfin déterminer la stratégie que l'on va proposer au patient et lui faire accepter, parce que les soins vont être assez longs et lourds à supporter. Et donc, du coup, il va falloir qu'on mène tout ce défi de recherche étiologique avant de débuter les pansements. Du coup, ça deviendra un défi pour les soignants, parce que sinon on part sur des soins longs et coûteux, il va y avoir des problématiques qui vont se surajouter à la prise en charge, et il va y avoir surtout une complexité au niveau technique à mettre en œuvre qui peut poser problème ou limiter l'action des infirmières de ville, Donc d'où l'intérêt pour nous de coordonner les soins et arriver à trouver le juste milieu pour arriver à cicatriser cette plaie. Et un défi pour le patient. Comme vous pouvez voir sur la photo, nous avons dû mettre en place un système de contention pour faire repartir et drainer le système et améliorer le système veineux lymphatique. Et effectivement, vous voyez que ce ne sont pas des petits pansements qu'on va faire, puisqu'ils vont partir, il va falloir traiter cette insuffisance veineuse des orteils jusqu'au genou, imposer au patient le port de pansement lourd et important à réaliser, et il va falloir justement le faire adhérer au plus. Un défi pour le patient aussi, parce qu'en fait, au final, 33% des patients qui ont des plaies chroniques souffrent d'un impact direct sur leur vie socio-professionnelle, plus tout ce qu'il va devoir mettre en œuvre, puisqu'il n'y a pas que ça à corriger, il va devoir s'occuper de son diabète et tenir la cadence jusqu'au bout de la cicatrisation pour arriver justement à ce qu'il ait une vie la plus acceptable possible.
Un défi de travail d'équipe, et c'est peut-être le plus compliqué à arriver à réunir, c'est, et vous le savez bien, entre l'hôpital et la ville, c'est le passage de l'information qui va être le plus difficile à faire circuler et qu'elle soit le plus fluide possible pour le patient, pour que tous les intervenants puissent être tenus au courant. Et c'est surtout qu'en fait, au final, pour prendre en charge ce type de plaie, il va y avoir une succession de professionnels qui vont devoir intervenir, et pas que des professionnels médicaux. On a besoin, dans ces cas-là, de la science sociale, des structures de ville ou gouvernementales pour arriver, la CAFAT, entre autres, pour arriver à trouver un compromis sur les remboursements et sur les soins. Et pas loin de 18 professionnels ont dû intervenir, de l'angiologue au bactériologue jusqu'au kiné, aux infirmières, sans parler des équipes de la douleur, pour arriver à l'objectif que nous étions fixé, de pouvoir greffer le patient. Et puis vous avez le dernier défi, et qui n'est pas le plus facile, c'est le défi de la prévention. Vous savez que quand on parle des résipènes, on parle de 12% de récidive à 3 mois et 30% de récidive à moins de 3 ans. Et il va falloir préparer, après avoir fait tous les efforts sous la contention, à ce que le patient accepte d'avoir une vie associée à de la compression sur du long terme pour améliorer la qualité et surtout combattre la problématique, puisqu'il est diabétique, de tout ce que peut entraîner le diabète en termes d'atrophie cutanée. Et comme vous pouvez le voir un peu, alors c'est pas très visible, mais sur le haut de la photo, le patient a déjà de la sécheresse cutanée. Il va falloir aussi le conseiller sur les hydratants à utiliser, puisque 50 à 75% des patients diabétiques vont faire de la xérose. Cette xérose va entraîner un prurite, et ce prurite va entraîner chez 50% des diabétiques une porte d'entrée aux infections par des excoriations. Donc du coup, vous voyez que le plus gros va être après le défi de prévention pour qu'il retourne dans sa coordination de proximité avec les infirmières libérales et son réseau de vie pour arriver à faire que cet état de guérison puisse être stable. Donc, vous avez compris qu'en fait, on a mis ce que je vous expliquais, c'est que la plus grosse partie, on va dire, de la recherche qui est faite au niveau de la plaie est d'abord celle de son étiologie. C'est la seule définition d'ailleurs qui fait consensus dans tous les réseaux, dans toutes les sociétés savantes qui font de la plaie cicatrisation, c'est que quelle que soit la plaie, le traitement est d'abord celui de son étiologie, et si l'infirmier, si les soignants n'ont pas une étiologie bien définie, effectivement, on va avoir des problèmes qui vont venir se greffer et qui vont impacter durablement, voire négativement, les plaies. L'ulcère veineux, je vous l'ai dit, c'est la compression. L'ulcère artériel, c'est le traitement et ou la revascularisation. Les plaies d'un patient diabétique, la mise en décharge. Et l'escar à la décharge des points d'appui. Je vous ai mis deux cas en dessous. Vous voyez le premier cas à gauche, qui est en fait une escarre de cisaillement. Faire très attention parce que l'escarre de cisaillement n'est pas du tout la même procédure qu'une escarre d'appui. Une escarre normale, en fait, au final, vous voyez que le décollement, vous voyez que la nécrose, elle est superficielle, elle est humide, alors que si vous reprenez dermatologiquement parlant, on va dire l'anatomopathologie d'une nécrose, la nécrose, quand elle est d'appui, elle est plutôt sèche, avec un sillon qui dit qu'on peut la déterger rapidement. Dans ce cas-là, vous voyez la diffusion au niveau des berges, la souffrance est telle qu'en fait, au final, si on déterge de façon précoce, on va avoir une perte de substance incontrôlable avec des décollements incontrôlables. Et donc là où on pourrait s'intéresser simplement à la plaie, en fait notre action va surtout se porter sur les mécanismes qui provoquent la souffrance tissulaire périlésionnelle et la souffrance périlésionnelle. Donc du coup, dans ce cas-là, par exemple sur une traction, effectivement, il faut revoir avec les attitudes de mise en décharge et de positionnement du patient pour faire cesser cette inflammation avant de traiter la plaie. Et pour le mal perforant plantaire, un petit rappel, comme vous l'avez pour les résipèles, vous allez avoir beaucoup de laboratoires et de prestataires qui vont vous présenter des pansements. Beaucoup de pansements sont composés de CMC, du carboxyméthylcellulose. Ce composé, qui est historiquement la base principale de la majorité des pansements, pose problème quand vous avez des contacts osseux, vous avez des contacts profonds, et ils ont une contre-indication dite relative, mais qui est quand même importante, qui doit figurer sous toutes les notices des pansements, c'est qu'ils sont contre-indiqués
quand l'infection, le sepsis, n'est pas stabilisé médicalement parlant. Donc dans les résipelles, si vous le mettez trop tôt, vous allez faire diffuser le microbe. Et pareil sur les pertes de substance avec contact osseux sur le mal perforant plantaire, attention au décollement et au contact osseux, où vous allez aggraver le risque d'ostéite. Arrive la deuxième question. Alors, quand vous m'appelez ou quand vous sollicitez l'équipe Play Cicatrisation, la première question qu'on va vous poser, c'est l'objectif. On va vous demander quel est l'objectif que vous voulez donner à la cicatrisation. Et effectivement, il va falloir qu'on parle de savoir si l'objectif est curatif, palliatif ou terminal. Il est très important parce qu'elle va modifier notre stratégie et elle va surtout étendre les traitements qu'on va pouvoir vous proposer. Effectivement, si nous avons une cicatrisation, comme vous voyez sur la photo de gauche, sur ce qu'on appelle une dermatite liée à l'incontinence dans le cadre d'une diarrhée septique, la personne n'a pas d'impact sur sa capacité à cicatriser et effectivement par les soins que l'on va modifier et l'emploi de certaines substances que nous avons par exemple parlé, comme le Cavilon, qui vont permettre de faire des films protecteurs pour éviter que la dermatite soit provoquée par la diarrhée et les flux septiques, va pouvoir cicatriser extrêmement rapidement sans impact sur le patient. Par contre, si on est dans le deuxième cas que vous voyez au centre, qui est une artériolopathie urémique calcifiante, que l'on retrouve, c'est une vasculite qu'on retrouve très souvent chez les personnes dialysées, bien effectivement, on rentre dans une notion de palliatif. Alors attention, la notion de palliatif ne veut pas dire qu'on arrête les soins et qu'il n'y a pas d'objectif de cicatrisation. Elle veut dire simplement que les comorbidités sont tellement importante et que la possibilité du patient de cicatriser est extrêmement réduite et qu'il va falloir faire des stratégies de conservation pour laisser le temps à l'organisme de cicatriser à sa vitesse, sans provoquer, sans être délétère, en provoquant des plaies secondaires au point de vue de la cicatrisation. Et vous avez le dernier cas qui est en terminale. Là, vous avez un lymphoangiosarcome où malheureusement le pronostic de vie est extrêmement réduit. Et là, l'objectif majeur de la cicatrisation, elle est abandonnée au profit du confort absolu du patient et la limitation du pansement et lui donner une qualité de vie la plus acceptable possible jusqu'à la fin de ses jours. Le pansement idéal pourrait se définir avec toutes ces belles phrases, effectivement, et vous verrez que les prestataires se feront l'écho de vous dire que chaque famille de pansement, vous savez qu'on a à peu près 800 000 références de dispositifs médicaux au service de la cicatrisation, et ce qui un peu noie tout le monde, mais vous voyez qu'en fait, au final, ils partent à partir du principe des travaux de Winter en 1952 sur le maintien du milieu humide et protecteur de la plaie, et effectivement, on pourrait devoir répondre avec un pansement à toutes ces phases-là, sauf qu'effectivement, les deux dernières phrases vont nous poser problème. Il faut trouver un pansement qui va être étroitement lié et intimement lié à la phase cicatricielle, ce qui sous-entend de connaître parfaitement par cœur les phases cicatricielles et leur chevauchement, parce qu'on a tendance à penser qu'elles sont vraiment sur des stades bien définis, mais en fait le chevauchement, maintenant plus l'étude avance, plus on voit que les chevauchements et les retours en arrière sont possibles selon l'état clinique du patient. Donc il va falloir trouver des pansements qui s'adaptent à ces situations-là et surtout intimement liés à l'étiologie. Parce qu'effectivement, si l'étiologie ne peut pas être maîtrisée, quel que soit le pansement que vous allez utiliser, vous vous retrouverez très vite en échec, voire en retard de cicatrisation. Vous voyez effectivement la plaie sur la droite. Vous avez une idée? C'est une angiodermite nécrotique sur dont on va dire, la comorbidité principale est l'hypertension artérielle. Et encore une fois, vous voyez que la souffrance tissulaire périlégionnelle est prioritaire sur la plaie, sur l'aspect de la plaie, et pas le contraire. Si vous essayez de trouver un pansement qui règle le problème de la nécrose et on va dire du côté atone et fibrineux de la plaie, mais en fait au final vous allez accentuer le problème parce que la souffrance, la seule priorité de traiter, ça va être le traitement de la peau périlégionnelle, et donc il va falloir discuter de biopsie et de stratégie avec des dermatologues ou le médecin s'il maîtrise le sujet à base de corticothérapie pour pouvoir régler le problème. Et là vous allez voir que
il y a très peu de pansements qui soient vraiment efficaces, hormis le traitement de la peau périlésionnelle. Ce qui nous amène à la formation. Je vous ai mis l'organigramme que doit savoir tout infirmier qui a fait le DU, donc tout professionnel de santé qui a fait un DU. Il va falloir répondre à ces 4 grands items pour pouvoir définir une stratégie de pansement. Et effectivement, si les médecins ont dans leur cours des études poussées sur la sémiologie, sur les étiologies, sur les tableaux cliniques, effectivement, au point de vue des autres soignants et des paramédicaux, il est beaucoup plus compliqué de pouvoir s'intéresser ou de répondre à toutes ces questions-là. Vous retrouvez toujours les mêmes items, les facteurs extrinsèques et intrinsèques à la cicatrisation, et on va essayer d'établir quels sont les facteurs explicatifs de la plaie et les facteurs prédictifs qui en fait vont permettre de voir les soucis qui ne sont pas que médicaux. C'est pour ça qu'on a rajouté les problématiques du professionnel de santé, compétences et connaissances. Et vous allez avoir aussi les facteurs liés environnementaux et gouvernementaux, puisque la stratégie que prend un gouvernement pour s'occuper des inégalités sociales et de prise en charge des patients va venir impacter notre démarche. Et là, on ne parle plus de plaies complexes, mais on parle d'une difficulté à cicatriser et on va trouver des items de complexité. Et c'est à partir de là que le soignant va pouvoir vraiment mettre un processus de soins qui sera réévaluable pour proposer une stratégie au bon moment avec les meilleurs soins, la meilleure structure et surtout au meilleur coût. Donc, du coup, la réflexion que nous nous sommes menés avec Dr Tourny, c'est effectivement, il faut que nous puissions nous faire connaître, et déjà au sein même du centre hospitalier, décloisonner l'activité hospitalière et au travers de la CME, nous continuons avec la CME à défendre le projet que l'item soit reconnu comme une problématique majeure dans le projet médical d'établissement pour qu'il y ait véritablement une prise en charge transversale de la problématique des plaies. Et pour cela, effectivement, pour se faire connaître du réseau, pour pouvoir proposer aux acteurs de proximité de ville, il fallait créer une association pour arriver justement à se faire connaître et pouvoir vous proposer des outils qui puissent servir en fait d'appui à vos démarches de soins. Donc, la déclaration d'association, l'association existe, elle s'appelle SICA Calédo, et elle va permettre de pouvoir monter un projet formatif et de soutien aux acteurs de la ville. Pour qu'une association marche, il faut que les personnes qui la composent et le réseau qui la compose, les futurs participants, la communauté qui va se créer de professionnels en technique en santé puissent avoir un prérequis indispensable, c'est d'avoir un diplôme interuniversitaire en plaie-cicatrisation pour que ça puisse se coordonner et qu'il puisse y avoir vraiment un suivi le plus large possible. Et puis, si effectivement on veut suivre à l'exemple de ce qui se passe en métropole ou dans les autres pays où on parle de délégation de compétences, alors toujours le délégué c'est le médecin et le délégant ce sera les professionnels de paramédicaux, il faut que tout le monde parle de la même chose et puisse se rejoindre au point de vue du discours comme des actes. Et donc le DIU est un prérequis indispensable. Effectivement, si vous regardez par exemple ce qui se passe en métropole sur les réseaux qui existent en télémédecine où il y a de la délégation de compétences qui est actée par les ARS, ARS qui nous manque fortement sur le territoire mais qui est en cours de création, effectivement, vous voyez que ces plaies atypiques que je vous ai mis, en haut, c'est un patient qui vient consulter pour un mal perforant plantaire qui ne cicatrise pas depuis 1 an et qui en fait est un basocellulaire, est un carcinome basocellulaire. Et en bas, vous avez une plaie, un ulcère classé mixte qui a été détergé chirurgicalement et qui ne cicatrise plus avec une augmentation de la douleur. Et que quand nous avons indiqué une biopsie, on a retrouvé en fait une angiodermie nécrotique qui était passée dans l'étiologie. Et on a changé notre stratégie pour arriver à faire cicatriser cette plaie. Donc les missions d'un réseau ville-hôpital, effectivement,
elle sert d'appui, hein, surtout quand on est hospitalier, mais la priorité est donnée absolument aux acteurs de ville et aux acteurs de proximité, hein, pour arriver à ce qu'ils soient suffisamment formés, qu'ils aient assez suffisamment d'informations et de données pour arriver à prendre en charge ces patients à domicile et qu'effectivement, s'ils ont besoin d'appui, ils aient un relais qui soit existant et qui leur permette effectivement de pouvoir diriger leurs patients le plus rapidement, quelle que soit la structure, hein, je ne parle pas que du CHT, elle peut être publique ou privée, hein, mais qu'il y ait une coordination de soins. Bonjour à tous, donc, je suis Dr Tourny, je suis médecin vasculaire au CHT. Donc, comme a dit Francis, le projet pour cette année, c'était effectivement de créer un réseau à terme en Calédonie pour essayer d'avoir un espèce de consensus sur la prise en charge des plaies. Donc on a commencé avec l'association qui était le point de départ des réseaux en métropole, comme le réseau CICAT Occitanie en métropole, pour essayer de regrouper un peu les professionnels de santé au sein de cette association. Et on s'est vite rendu compte que de toute façon, s'il n'y avait pas de formation diplômante sur le territoire, on aurait du mal à harmoniser les pratiques et à créer un réseau avec des gens qui pourraient travailler ensemble. Donc c'était vraiment le premier projet après la création de l'association, c'était monter un DU sur le territoire, donc qui est en cours. On va essayer d'organiser ça donc avec un peu l'épée du Covid au-dessus de nos têtes. Donc ce serait plutôt une organisation en e-learning, en essayant de s'adapter sur l'année universitaire de Calédonie, donc entre mi-février et jusqu'à mi-décembre. C'est soutenu par les coordinateurs du DU de Paris et de Montpellier, donc le docteur Sylvie Môme à Paris à la Sorbonne, qui est coordinatrice du DU plaie cicatrisation depuis plusieurs années, et le docteur Théo Luc, qui est chirurgien plasticien et qui est coordinateur du DU de parcours des professionnalisations des parcours de soins en cicatrisation. Donc ici, on ne va pas du tout s'intéresser sur les parcours de soins, la télémédecine, le réseau. On va vraiment essayer de centrer la formation sur des choses très basiques, donc vraiment avec un premier module sur la physiopathologie de la peau, la cicatrisation, un module beaucoup plus vaste sur les dispositifs médicaux et puis les plaies en général, donc toutes les étiologies de plaies. Et puis un troisième module un peu plus spécifique avec des cours sur les brûlés, les stomies, des choses un petit peu plus pointues. Voilà, donc l'organisation d'un DU, c'est donc vous permettre éventuellement d'avoir un diplôme qui vous permettrait de faire partie du réseau en étant soit délégué, soit délégant. Et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Ça va être, oui, du e-learning. Donc, c'est des cours en ligne avec des tests en ligne. Donc, ça représente à peu près 80 heures de cours. Ensuite, on vous demandera de faire des journées de stage, parce que la plaie cicatrisation, c'est beau, tout ce qui est théorique, mais c'est surtout voir des pansements, voir des façons de faire, voir des plaies. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important de faire des stages. Et puis on discute avec le docteur Théo pour les conditions de validation du diplôme. Donc il y a beaucoup de DU qui demandent un mémoire en fin de formation. Je sais que ça rebute beaucoup de gens de faire des mémoires et des travaux de rédaction. Donc éventuellement on s'orienterait plutôt vers un examen final pour en fait vraiment évaluer vos compétences. Voilà, et puis ce DU, ça permet aussi que les gens qui sont motivés pour la prise en charge des plaies se rencontrent et puis justement puissent participer à l'élaboration d'un réseau dans l'avenir. Voilà. Donc vous avez compris qu'en fait, au final, la médecine n'est pas les plaies de cicatrisation ne sont pas unifactorielles.
Elle demande beaucoup de participants pour pouvoir la prise en charge. On a malheureusement une large gamme qui pose problème parce qu'en fait, effectivement, la multiplication des dispositifs médicaux peuvent poser problème dans la prise en charge. Elle nécessite de connaître, d'où la formation, pour qu'on puisse avoir une prise en charge standardisée des plaies et qu'on puisse se réunir afin d'améliorer le confort du patient, l'offre de soins et le coût de l'hospitalisation. On vous remercie de votre attention.